Alors, déjà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Voilà, je me réjouis évidemment de parler devant vous et peut-être d'échanger avec vous autour de cette question donc de la sculpture en fait et de la statuaire publique, puisque c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je remercie beaucoup François, le Musée de l'Armée, les organisateurs évidemment de ces cycles de conférences. Je ne sais pas si vous avez assisté à l'ensemble des conférences voilà, sur ce thème lié à l'exposition. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de voir l'exposition comme vous-même très récemment. J'ai trouvé qu'elle était formidable et très pédagogique. Et voilà, je vais essayer de continuer un petit peu dans cet esprit en vous parlant en fait de la statuaire publique et plus précisément en fait de deux sculptures publiques qui représentent De Gaulle et Churchill et que vous connaissez certainement puisque il s'agit en fait voilà, vous êtes, j'imagine, parisien. Pas forcément, hein, c'est pas une obligation, mais on a tous connaissance en fait donc de deux sculptures publiques qui représentent justement ces deux grands hommes de l'histoire. Ici donc c'est l'image de cette sculpture en fait qui se trouve tout près du Grand Palais, qui représente donc le général de Gaulle donc sur un socle extrêmement élevé qui descend comme ça les Champs-Élysées. Et juste à côté, en fait, il y a également une autre sculpture qui représente Churchill. Et en fait, ces deux œuvres sont le fruit en fait du travail d'un même sculpteur qui s'appelle Jean Cardot, qui est un sculpteur académique contemporain. Hein, donc c'est un membre de l'Institut, donc il représente plutôt en fait, disons l'héritage de la statuaire académique figurative. Même si, comme je vais vous le montrer, cet artiste on peut pas résumer son œuvre uniquement à de la sculpture figurative. Il a également fait d'autres types de monuments plus abstraits. Mais en tout cas, c'est de la sculpture officielle. Et en fait, je trouvais, quand François m'avait indiqué voilà, que ce serait bien de pouvoir étudier d'autres aspects en fait, de ce binôme Churchill-de Gaulle, j'ai tout de suite pensé à réfléchir en fait, autour de ces deux œuvres. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut finalement figurer l'histoire, figurer des hommes importants en fait, de l'histoire contemporaine à la fin du XXe siècle et à l'aube du XXIe siècle. Parce que évidemment, le but de cette conférence, c'est pas de faire, si j'ose dire, le procès de la sculpture figurative par rapport à la sculpture abstraite, mais il ne vous échappe pas qu'on est un peu depuis finalement la deuxième moitié du XXe siècle dans une sorte de crise du monument, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut justement représenter l'histoire et dans cette suite aussi, vous savez, de toute cette histoire de la statuaire figurative du XIXe siècle, c'est vrai que quand on voit ces propositions esthétiques, on peut s'interroger évidemment sur leur contemporanéité, sur la manière qu'elles ont aussi de figer l'histoire et ce qu'elles incarnent finalement symboliquement. Donc c'est un peu le point de départ. En fait, je vais revenir à la fois un peu, mon souhait, ce serait à la fois de pouvoir inscrire ces œuvres que vous connaissez puisqu'on passe devant, etc., dans une sorte un petit peu de vision historiographique de la statuaire publique depuis le XIXe siècle, d'accord ? Et puis, de réfléchir aussi, de vous présenter l'objet de ces commandes, enfin, pourquoi est-ce que ces œuvres sont là dans Paris, comment est-ce que Cardot a eu ces commandes, comment est-ce qu'il a travaillé, et ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans, si j'ose dire, la poétique de la sculpture, c'est-à-dire comment est-ce que l'artiste, finalement, est face à un sujet et comment est-ce qu'il peut relever ce défi de sculpter l'histoire, puisque ce sont quand même des sujets évidemment extraordinairement importants. Hein. Et enfin, j'aimerais réfléchir aussi avec vous sur, si j'ose dire, les autres possibilités qui s'offrent aujourd'hui au XXIe siècle de représenter l'histoire dans l'espace urbain. Et je vous montrerai en fait d'autres, si j'ose dire, d'autres possibilités, notamment par des œuvres, des sculptures plus conceptuelles, qui ont aussi cherché à représenter l'histoire. Voilà, simplement, mon but n'est pas d'être dans une vision polémique autour de ces questions, mais plutôt de réfléchir, si j'ose dire, à la richesse en fait du monument commémoratif au XXIe siècle. Voilà, un petit peu quel sera notre fil de route pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'est pas évidemment nécessaire de vous présenter les personnages évidemment qui font le fruit de ces deux commandes, hein, ces deux personnalités politiques majeures du XXe siècle. Churchill, je mets tout de suite plutôt cette deuxième image, homme d'État britannique, Premier ministre du Royaume-Uni entre 1940 et 1945, évidemment personnalité majeure durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous
l'aviez remarqué dans l'exposition, c'était intéressant de le noter, qu'il a été aussi artiste à ses heures. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « La peinture, mon passe-temps ». Dans des moments où il était un peu finalement en retrait de la vie politique, il a eu aussi une activité de peintre. Et évidemment, De Gaulle, ici le De Gaulle qui nous est montré dans cette sculpture figurative, c'est le chef de la France libre sous l'occupation allemande, rentré dans l'histoire au moment de l'appel du 18 juin 1940, et donc qui est cette figure évidemment de la libération, ce moment où il va défiler sur les Champs-Élysées devant une foule enthousiaste, ici qui n'est plus qu'imaginaire, mais il est vrai que la présence évidemment de cette sculpture dans l'espace public crée, disons, un dialogue entre la mémoire évidemment et notre temps contemporain. Donc ces deux œuvres, donc je vous le disais, sont le fruit du travail donc de Jean Cardot, qui est donc un artiste, donc qui est une personne que j'ai rencontré d'ailleurs à plusieurs reprises pour préparer cette conférence, puisque donc il est membre de l'Institut, en gros de l'Académie des Beaux-Arts. Il m'a reçu d'ailleurs très gentiment dans son atelier. Nous avons pu échanger autour de ces deux commandes. Donc, je ne parlerai pas à la place de l'artiste, évidemment, mais je me ferai un peu la voix, si j'ose dire, de ces échanges que nous avons eus, où il m'a exprimé, en fait, quel était son état d'esprit face à ces sujets, évidemment, très, très importants, et aussi ce moment qui est très intéressant, qui est le moment de l'inauguration des œuvres. Évidemment, vous le remarquez quand vous y pensez un instant, ces emplacements sont tout à fait exceptionnels pour un artiste. Être au cœur de Paris, sur les champs, à côté du Grand Palais, du Petit Palais. Donc, ce sont vraiment évidemment des moments qu'il a décrits avec avec des souvenirs très, très vivaces, évidemment, parce que pour lui, ça représentait bien sûr des grands moments dans sa carrière. Donc ces deux exemples, en fait, dans un premier temps, je propose que ce soit une manière de réfléchir à la manière que l'on peut avoir de représenter deux grands personnages de l'histoire contemporaine à la fin du XXe siècle, puisque ces deux commandes ont eu lieu dans les années 90, 2000. Et bien sûr, vous savez, cette idée de la statuaire commémorative aux grands hommes, c'est une question qui préoccupe beaucoup l'histoire de l'art et les historiens depuis la fin de la Révolution française. Tout le 19e siècle va être très centré autour de cette question de la statuaire commémorative et de la place que le grand homme doit avoir et peut avoir dans la ville, mais aussi dans la pédagogie. D'accord ? Vous savez qu'à partir des années 1830, on va s'intéresser fortement à la présence des grands hommes dans l'espace urbain. Et il est vrai que la Troisième République, plus particulièrement, va vraiment cultiver, si j'ose dire, l'image aux grands hommes dans le cadre de la ville. Donc de la ville, mais aussi des jardins. Quand vous visitez, je ne sais pas, le parc Monceau, vous vous promenez dans Paris, etc., vous voyez bien que la statuaire publique aux grands hommes, alors ça peut être à la fois, ça dépend un petit peu du type de commande que l'on a. Très souvent, quand les commandes émanent plutôt de sociétés culturelles, je ne sais pas, par exemple la Société des Amis des gens de lettres, etc., ça va davantage être dans le but d'ériger de la statuaire commémorative à des intellectuels, des artistes, etc. Si la commande émane plutôt de la municipalité ou de l'État, c'est davantage vers des personnalités politiques ou militaires que la statuaire est consacrée. Donc on a un peu ces deux possibilités, si vous voulez, ces deux origines de commande. Et pendant tout le XIXe siècle, je reviendrai évidemment sur ces deux commandes. Excusez-moi, je suis allée un petit peu vite. Je voulais vous montrer par le biais de ce plan l'emplacement en fait de ces deux œuvres. Donc le De Gaulle se trouve du côté du Grand Palais, donc dans cette espèce, vous savez, de sorte de petite placette finalement. On le voit bien, on a tous ça en tête. Et puis le Churchill, en revanche, se laisse davantage deviner à l'occasion d'une promenade, puisqu'il se trouve vers le cours La Reine, du côté du Petit Palais. Donc en fait, ce sont
Si j'ose dire, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, d'une façon un peu fortuite, je suis amenée à rapprocher ces deux sculptures, mais en fait, elles sont, je vais vous le montrer, le fruit de deux commandes distinctes. Elles n'ont pas été pensées comme un binôme. Après, c'est notre regard contemporain qui les réunit, si j'ose dire, dans un dialogue imaginaire que l'artiste, d'ailleurs, ne renie pas, mais qu'il ne cultive pas non plus comme quelque chose de capital. Pour lui, c'est vraiment deux œuvres qui sont distinctes l'une de l'autre, mais vous voyez qu'elles sont évidemment dans une aire géographique extrêmement proche. Et vous avez peut-être remarqué également qu'en face du De Gaulle, mais là j'en parlerai pas, pour une raison que je vais vous expliquer tout de suite, il y a également une sculpture représentant Clémenceau. Donc moi j'ai tout de suite demandé à Cardo justement si pour lui ça avait été quelque chose d'important, ce dialogue, voilà, Clémenceau, De Gaulle, comment il avait pensé à ça. Il m'a dit que de toute façon il n'avait pas du tout, s'était pas du tout intéressé à la présence de cette sculpture-là, qu'il n'y avait pas à chercher spécialement un dialogue entre ces différentes sculptures. Donc bon, j'ai un peu laissé de côté cet aspect Clémenceau, mais vous savez qu'il y a donc cette œuvre qui se trouve juste à côté. Voilà, pour illustrer un peu donc le type de statuaire que l'on peut trouver au XIXe siècle. Bon, là, je prenais d'ailleurs volontairement ce monument à Maupassant, puisque ce qui me semblait intéressant de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on est dans, je vais en reparler, on est dans une ère un peu de réhabilitation de la sculpture publique. Après, il y a un temps d'éclipse assez important. D'ailleurs, je voyais récemment en allant au parc Monceau qu'on cherche à restaurer en fait ces œuvres qui ont été peu ou prou oubliées pendant un temps. Et donc il y a toute une campagne. Alors c'est assez amusant de voir que par les réseaux sociaux, si vous avez la curiosité de regarder, vous verrez qu'il y a une page Facebook sur le sauvetage justement de la statue à Maupassant. Donc je trouve ça assez intéressant, ça traduit bien aussi l'air du temps, un certain regard sur ce patrimoine. Et donc là, évidemment, représentation assez intéressante de cette donc, personnalité intellectuelle. Alors c'est vrai que dans la statuaire traditionnelle, c'est pour ça que Cardo se rattache malgré tout à cette histoire de la statuaire, je dirais, académique et tournée vers le passé, vers la tradition. Et je vous montrerai par justement l'importance qu'a la statue. Hein, vous savez, statuaire, donc ça veut dire se tenir debout. Hein. On peut avoir différentes formules. Très souvent, c'est vrai que la version canonique, c'est plutôt le personnage historique en pied ou assis, ou via également le buste. Donc, ce qui est le cas ici, mais vous voyez que c'est habile puisqu'il y a une sorte de combinaison entre une figure en pied qui représente donc l'inspiration, l'écriture, etc. Et puis évidemment le personnage historique qui est comme ça, qui domine. Donc présence comme ça d'une sorte de réalisme un peu allégorique qui est très typique de la statuaire Troisième République. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on parlait au XIXe siècle, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, le terme de statuomanie. Hein, donc qui est en fait un terme qui a été surtout utilisé par un très important historien qui s'appelle Maurice Agulon, qui a en fait ouvert tout un champ de réflexion dans les années 70, un champ de réflexion historiographique sur la statuaire commémorative publique, enfin la statuaire commémorative dans la ville. Et je dirais, alors le travail de Maurice Agulon était moins tourné vers une analyse esthétique qu'une analyse historique et symbolique en fait de ces œuvres. Et en tout cas, il a vraiment ouvert tout un champ de réflexion extrêmement fécond sur la statuaire publique au XIXe siècle, qui a été ensuite également bien exploité au moment de l'inauguration du musée d'Orsay. Vous savez que quand le musée d'Orsay a ouvert dans les années 80, ça a en fait ouvert également tout un champ de relecture de l'art académique et notamment de la sculpture, puisqu'il y a vraiment des grands spécialistes de sculpture comme Anne Pinjot, voilà, qui ont travaillé sur Chantal Georgel, qui ont travaillé donc sur ce qu'a pu être la sculpture académique au XIXe siècle. Et donc, on s'est beaucoup interrogé justement sur ce qu'on appelait la statuomanie à partir des années 70, des années 80. Ce mot, en fait, vient caractériser le goût que l'on a sous la Troisième République pour ériger des monuments aux grands hommes dans une lecture résolument édifiante et pédagogique du monument. Et donc, il est vrai aussi que quand on dit aujourd'hui qu'on a affaire, par exemple, si je parle de Cardo en disant c'est l'œuvre d'un statuaire, c'est aussi, d'une certaine manière, un terme qui l'exclut un peu de l'histoire de la sculpture moderne. Cet terme de statuaire nous renvoie davantage vers l'héritage du XIXe siècle. Alors, il est vrai que
Les œuvres de Cardot, comme vous l'avez vu, par leur dimension figurative, etc., elles sont inscrites dans cette mémoire rattachée à la statuomanie, mais en même temps, il me semble qu'on peut aussi trouver dans ces œuvres une dimension aussi moderne, et j'y reviendrai notamment par l'usage qu'il fait du socle, qui est un élément extrêmement important, évidemment, dans la sculpture publique. Donc, je ne résistais pas aussi au plaisir de vous rappeler que Baudelaire, dans son salon de 1859, salon où il parle notamment de la photographie, va également évoquer la statuaire publique en hommage aux grands hommes, qu'il présente, vous savez, comme ces fantômes de pierre. Donc, je vous lis ce court extrait, puisque c'est l'occasion de rappeler un petit peu cette littérature, en fait, autour de ce que peut être la sculpture dans la ville. Quand il nous dit, vous traversez, je cite, vous traversez une grande ville vieillie dans la civilisation, une de celles qui contiennent les archives les plus importantes de la vie universelle, et vos yeux sont tirés vers le haut, car sur les places publiques, aux angles des carrefours, des personnages immobiles, plus grands que ceux qui passent à leurs pieds, vous racontent dans un langage muet les pompeuses légendes de la gloire, de la guerre, de la science et du martyre. Les uns montrent le ciel où ils ont sans cesse aspiré, les autres désignent le sol d'où ils se sont élancés. Ils agitent ou contemplent ce qui fut la passion de leur vie et qui est devenu l'emblème, un outil, une épée, un livre, une torche. Fussiez-vous le plus insouciant des hommes, le plus malheureux ou le plus vil, mendiant ou banquier, le fantôme de pierre s'empare de vous pendant quelques minutes et vous commande, au nom du passé, de penser aux choses qui ne sont pas de la terre. Tel est le rôle divin de la sculpture. Vous aurez noté l'aspect ironique, évidemment, de cette citation, la dimension aussi du commandeur, cette idée que la sculpture incarne comme ça la mémoire et donc la puissance aussi, évidemment, de ces fantômes de pierre que Baudelaire avait bien saisi, évidemment, dans ce texte. Alors c'est vrai que de toute façon, la statuaire publique, telle que celle que l'on peut voir ici, elle est donc très conventionnelle. Je vous le disais, il y a toute une sorte de codification, notamment cet usage de la sculpture en pied, du buste et tout ça. Et puis il y a aussi évidemment la dimension, si j'ose dire, un peu plus pragmatique, c'est-à-dire comment fait-on pour ériger, pour commander ce type d'œuvre dans l'espace public. Et vous verrez que Cardot est aussi un peu l'héritier finalement de ces principes qui fonctionnent toujours. C'est très souvent par la souscription nationale en fait que l'on érige certains monuments dans la ville. C'est le cas donc, pour notamment le De Gaulle. Et ça me faisait penser, par exemple, prenons cet exemple-là, puisque ça nous permet aussi de rattacher le passé au présent et d'essayer d'avoir une vision un peu historiographique comme ça de cette histoire de la sculpture publique. Ce monument à Gambetta, par exemple, qui a été pendant très longtemps qui se trouvait dans la cour à côté du Carrousel, de l'arc du Carrousel à côté du Louvre, et qui, comme beaucoup, donc qui est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Jean-Paul Aubé, fruit d'une souscription, donc typique en fait pour la statuaire publique, et qui va, comme beaucoup évidemment aussi de sculptures publiques, être en partie fondue en 41. Donc il y a aussi toute une histoire évidemment de la statuaire publique qui est liée bien évidemment à cette période, et il y a d'ailleurs des travaux qui existent sur cette question de la disparition de la sculpture évidemment sous l'occupation. Et elle a été, donc ce qui est amusant, c'est de savoir que par exemple cette œuvre a été remontée partiellement en 1982, donc c'est la version de droite, d'accord, dans un square, le square Édouard Vaillant, dans le 20e arrondissement. Et je trouve que si j'ose dire, l'histoire de ce monument éclaire bien, d'une certaine manière, la destinée de la statuaire commémorative publique, en gros très en vogue au 19e siècle, faisant l'objet de beaucoup de commandes, etc., en souffrance dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment à cause des destructions liées à la guerre, mais aussi à l'importance que va prendre la sculpture dans le musée. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance finalement à chercher davantage à présenter la sculpture dans le cadre de l'institution muséale plutôt que dans la ville, une sorte de disparition, si j'ose dire, de la sculpture dans la ville. Et puis aujourd'hui, depuis les années 80, une forme de réhabilitation de la sculpture de la statuaire commémorative, soit par justement les sauvetages d'œuvres, et c'est aussi la mission des historiens de l'art de sauver aussi le patrimoine, ou alors par le biais de nouvelles commandes passées aux artistes. Et il me semble que l'exemple de Cardot ici est un bon exemple, c'est pour ça qu'il nous intéresse, mais il n'est pas... si j'ose dire, il n'est pas seul. Je pense par exemple à cette statue de Dreyfus
par Tim, qui est l'objet d'une commande en 1988 qui se trouve dans le 6e arrondissement, ou encore à cette œuvre de Garel, 1985, qui se trouve dans le 11e arrondissement. Donc c'est pour vous dire que ce type de commande, malgré tout, quel que soit le jugement esthétique que l'on peut en avoir, en tout cas, il y a une forme de nouvelles vagues de commandes, si j'ose dire. Voilà. On peut évidemment se poser la question du sens que ça a aujourd'hui d'élever ce type d'œuvre d'art dans l'espace public. Et c'est d'ailleurs la question que posait une historienne de l'art qui s'appelle Chantal Georgel, dans un article paru dans un livre, en fait, qui était les actes d'un colloque très intéressant, si vous vous intéressez à ces questions, qui s'appelle La statuaire publique au XIXe siècle, paru en 2000, où elle rappelait donc la fonction sociale de la statuaire publique et ce changement très intéressant qui intervient, donc, comme je vous le disais, au cœur du XXe siècle, sur lequel je reviendrai. Et donc, elle conclut justement par cette interrogation qui est directement liée à notre sujet. C'est pour ça que je me permets de vous lire sa conclusion. Elle dit, je cite, « On peut enfin se demander pourquoi, aujourd'hui, on remet en place la statue de Gambetta et pourquoi les pouvoirs publics commandent, afin de les ériger en place publique, des statues de Georges Pompidou, du général de Gaulle, d'André Malraux, de Jean Moulin ou de Pierre Mendès France à des artistes contemporains. S'agit-il d'une réévaluation de l'art du XIXe siècle ? S'agit-il d'une réévaluation de la fonction sociale de l'art et plus particulièrement de la sculpture ? Question ouverte. Donc, c'est vrai qu'on aurait un peu tendance à plutôt privilégier la deuxième hypothèse. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une interrogation justement autour de cette... comment dire, de l'intérêt que l'on peut avoir pour ce type de statuaire et du sens que ça peut encore avoir dans notre réflexion contemporaine. Alors, évidemment, ces sculptures, elles ne... je vais remettre simplement peut-être, mettons, le Churchill. Évidemment, elles ne sont pas, elles ne sont pas dans l'espace du musée, elles sont aussi dans l'espace urbain. Ce qui, évidemment, engendre un certain nombre de conséquences, dans le sens où l'artiste est invité aussi à penser à son œuvre dans la ville. Et vous verrez que Cardot, justement, évidemment, n'a pas occulté cette dimension. Par exemple, la question de la monumentalité de la figure, de la manière dont elle est visible ou pas, comment est-ce qu'elle se donne à voir. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la question du socle, et vous allez voir que chez Churchill et De Gaulle, l'artiste a fait des choix extrêmement différents l'un de l'autre. Il avait une certaine forme de liberté. En fait, on lui a imposé, si j'ose dire, un sujet, mais en termes d'exécution et d'esthétique, il a tout à fait tenu, en fait, il a défendu sa propre vision des choses. Et bien sûr, ça donne aussi, évidemment, une certaine lecture et une certaine manière que la sculpture a ou n'a pas de manifester sa présence dans la ville. Cette question de la présence de la sculpture, il me semble que c'est une question fondamentale. Une sculpture, c'est d'abord une présence, d'autant plus si elle se trouve dans l'espace urbain, c'est par ça qu'elle arrive à nous retenir, si j'ose dire. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est finalement, si j'ose dire, les deux manières que l'artiste a eu de travailler sur cette présence du personnage historique dans la ville d'une façon assez différente l'une de l'autre. Alors, je vais revenir sur Cardot, justement. Là, je vous présente brièvement, comme ça, simplement la couverture d'un livre qui lui était consacré. C'est un sculpteur qui est on va dire, inscrit dans l'école académique, dans le sens où il est en fait, il a fait donc il a appris son métier, dans le sein de l'école des Beaux-Arts. Il a été prix de Rome. Alors vous savez, prix de Rome, c'est en fait un concours en fait qui clôture, si j'ose dire, le parcours d'un artiste à l'école des Beaux-Arts, mais qui a été supprimé en 1968 par André Malraux, mais disons que sur tout le temps du 19e siècle et jusque dans les années 60, c'était en fait, si je veux dire, le Graal vers lequel concouraient, on va dire, les étudiants de l'école des Beaux-Arts. Alors, je pense qu'il faut éviter d'avoir une lecture, je dirais, d'emblée dépréciative de ce que peut être la sculpture académique, et ce parcours, en fait, d'un artiste académique, dans le sens où dans ce type, évidemment, d'enseignement, le prix de Rome est quand même un concours extrêmement difficile. Même si peut-être les choses se sont un peu délitées sur la première moitié du XXe, quand on est fasciné de voir la complexité, la difficulté, en fait, de tous ces concours que les artistes passaient à l'école des Beaux-Arts, surtout au XIXe siècle. Donc, ce sont des concours extrêmement difficiles à avoir.
Donc il est donc prix de Rome, il est né en 1930, il est prix de Rome, il va être aussi lauréat d'un prix qui était assez important dans les années 60, qui est le prix Bourdelle. Donc Bourdelle, vous le savez, élève de Rodin. Devant un jury tout à fait remarquable, hein, puisque Cardo en parle encore, quand il a eu son prix Bourdelle en 61, le jury était composé de Giacometti, de Harpe, de Moore, de Zadkine, donc évidemment des grands artistes justement de la sculpture moderne. Et c'est ça que je trouvais intéressant en fait en parlant avec Cardo, parce que j'arrivais moi-même avec des a priori, hein, on en a tous des préjugés. Et en fait, en discutant avec lui, j'ai compris à quel point en fait il n'était pas obnubilé par cette question finalement d'appartenir à une école ou à une autre. La question de la figuration ou de l'abstraction, c'est pas pour lui nécessairement une question qui est centrale. En fait, voilà, il s'adapte. D'ailleurs, il n'a pas fait que des œuvres figuratives. Il a notamment fait cette œuvre qui se trouve donc à Créteil dans les années 70, cet hommage à la résistance et à la déportation, donc aussi une commande publique et politique, dans lequel vous voyez que le choix, la dimension esthétique est très différente de ce qu'on peut voir pour le Churchill de Gaulle. C'est aussi un artiste qui travaille aussi la taille directe, hein, c'est-à-dire, vous savez qu'on a deux manières d'être sculpteur, si j'ose dire. Soit on est un sculpteur du modelage, donc on part de rien et on travaille la terre et on monte une figure. Soit on est un artiste où on taille dans la pierre et donc on part du plein pour aller vers le vide. D'accord ? C'est un peu, on va dire, les deux manières que l'on peut avoir de faire de la sculpture. Donc c'est aussi un artiste dans le fond assez polyvalent, puisqu'il pratique à la fois le modelage et en même temps il a été aussi pendant très longtemps professeur de taille directe à l'école des Beaux-Arts. Et c'est une activité, donc il a eu aussi une activité pédagogique très importante entre 1974 et 1995, qui me semble aussi tout à fait intéressante et qui montre aussi, je pense, la richesse. Et d'ailleurs aussi, c'est un homme tout à fait charmant, donc humainement, c'était aussi une rencontre tout à fait intéressante. Il a fait aussi ce monument à Créteil, le monument à la liberté. Alors, je me suis permis de mettre cette image avec Je suis Charlie, parce que c'était pour vous rappeler aussi que le monument, au-delà de sa dimension esthétique qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est aussi, et vous savez, il y a beaucoup d'historiens, dont Maurice Agulon d'ailleurs, mais d'autres travaillent aussi sur cette dimension, si j'ose dire, symbolique, enfin, la place de la sculpture dans le rituel de la nation, dans les commémorations. Ce sont des points de rassemblement. Vous voyez bien pour les monuments morts de la Première Guerre mondiale. Enfin, voilà, ce sont des lieux autour duquel on se retrouve pour commémorer l'histoire. Et donc là, par exemple, ce monument à la liberté il y a des photos, je cherchais un peu des photos justement sur Internet, on voit que c'est un monument qui a tout de suite été investi autour des attentats, et les gens se sont retrouvés autour de ce monument en lui donnant, si j'ose dire, en l'inscrivant dans une signification contemporaine, voilà, autour des événements qui nous ont tous bouleversés récemment. Donc c'est intéressant de rappeler par ce biais-là, si j'ose dire, que le monument n'est pas figé non plus nécessairement dans l'histoire qu'il commémore, il reste vivant aussi par sa fonction, par sa dimension symbolique. Et il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur ces questions-là. Je pense par exemple, si vous vous intéressez à cela, au livre d'un collègue d'ailleurs qui est professeur d'histoire à Rouen, qui s'appelle Rémi Dalisson, qui publie pas mal de choses sur la fonction symbolique des monuments, le rituel de la nation, comment est-ce qu'on commémore les fêtes de la nation, etc., dans lequel évidemment la statuaire publique a un rôle tout à fait important. Alors, il a eu Cardo, ce qui est assez extraordinaire, c'est membre de l'Institut, évidemment, c'est un réseau aussi, si j'ose dire. Il a des commandes quand même incroyables, parce que son De Gaulle-Churchill, vous avez vu l'emplacement, c'est juste magique d'être situé comme ça dans Paris. Il a aussi à son actif cette statue de Jefferson qui a été inaugurée en 2006 devant le musée d'Orsay. Et lui-même, d'ailleurs, le dit dans les échanges que nous avons pu avoir. Il me dit à quel point il est lui-même, estomaqué en fait par la force que ça a d'être présent dans la ville à ce point-là. Mais il le dit d'une façon sans se flatter du tout, mais il dit, rendez compte pour un sculpteur quand même ce que ça peut représenter. C'est très très exceptionnel. Alors, je vais revenir justement sur là encore ici une commande plus récente, donc qui a été sujette un peu d'ailleurs à des controverses, étant donné que les finances publiques n'étant pas au beau fixe, comme vous le savez tous, élever un monument à l'heure d'aujourd'hui, alors ça suscite toujours des polémiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre cet argent ailleurs ? Pourquoi faire ça, etc. Bon, en tout cas, ça a été justement le fruit de certains débats autour de cette œuvre bordelaise.
Alors, je vais revenir sur ces 2 commandes pour vous expliquer un peu quel a été le processus en fait qui a conduit Cardo. Alors, à chaque fois, c'est pas par népotisme, par réseau, ni même. C'est le fruit d'un concours en réalité qui est ouvert et auquel l'artiste répond. Alors ensuite, il y a une sorte de présélection de sculpteurs et puis à chaque fois, c'est Cardo pour le Churchill, qui est la première commande, donc il a remporté ce concours qui avait été ouvert en 1996 par le comité Churchill, présidé par Pierre Messmer, un politique français engagé dans les forces françaises libres et ancien Premier ministre sous Pompidou. Et Cardo, en fait, avait été présélectionné avec 4 sculpteurs et donc il va être choisi sur ces maquettes. Comme c'est le cas pour les 2 sculptures, en fait, c'est la ville de Paris qui est gestionnaire et qui choisit le site, qui l'entretient. Mais donc la sculpture est financée par le biais donc soit d'une souscription publique, soit d'un comité, comme c'est le cas ici, donc qui réunissait les financements. L'artiste est laissé assez libre, néanmoins, il a quand même évidemment une feuille de route, c'est-à-dire qu'on lui impose, il a une contrainte iconographique, on lui impose un sujet, on lui impose de représenter quelque chose, mais on le laisse très libre ensuite d'évoluer à sa manière. Ici, le sujet était donc Churchill descendant les Champs-Élysées avec De Gaulle le 11 novembre 1944, donc d'ailleurs un moment de l'histoire qui est présenté dans l'exposition. Donc le premier défilé depuis la Libération. Et comme vous l'avez vu justement, ou vous vous en souvenez dans cette comme le montre justement la vidéo, c'est ce moment aussi où De Gaulle et Churchill déposent une couronne sur la tombe du soldat inconnu, puis descendent les Champs-Élysées avant d'assister au défilé. Et à cette occasion, Churchill est fait citoyen d'honneur de la ville de Paris. Donc une incarnation, je ne sais pas pourquoi ça se met comme ça. C'était pas moi qui avais mis cette image, mais bon, c'est pas grave, ça nous rappelle comme ça l'exposition. Alors, comment est-ce que, donc, une fois que l'artiste a ce thème, il faut ensuite qu'il se mette à travailler. Donc, il faut qu'il se mette, évidemment, face à son sujet, face à l'histoire. Vous imaginez que c'est pas quelque chose de très, très simple. Et il va donc travailler seul avec ce sujet. Alors, j'ai un peu interrogé Cardo, justement, sur la manière dont il a procédé. Est-ce que c'était important pour lui d'avoir des documents? Est-ce qu'il a cherché beaucoup justement à avoir une démarche historique? Alors, il a fait usage de photographie, mais son but n'était pas d'être dans une reproduction mimétique, évidemment, de la photographie. Il a voulu justement avoir davantage, si vous voulez, une dimension intuitive. Son sujet, c'était vraiment... Alors, son défi, si j'ose dire, c'est à la fois... C'est intéressant comme réflexion. Le défi, c'est qu'à la fois, évidemment, il doit représenter un personnage que tout le monde doit reconnaître. Il y a évidemment, indéniablement, une dimension, si j'ose dire, pédagogique, édifiante qui lui est demandée. En même temps, il a envie que son style existe. C'est-à-dire, il faut que ce soit Churchill, mais il faut aussi que ce soit Churchill par Cardo. Voyez ? Donc, il est toujours un peu dans cette dichotomie, en fait, de à la fois servir le sujet et en même temps exister en tant qu'artiste. Et donc, il me semble d'ailleurs que quand on voit ces 2 œuvres, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on reconnaît en fait l'œuvre de l'artiste, on voit tout à fait que c'est lui qui les a, sa manière s'exprime bien. Alors, ce que fait Cardo, c'est que donc pour les deux, comme il le fait généralement, il s'enferme dans son atelier et il ne montre son travail à personne, parce qu'évidemment, quand c'est une commande publique, il y a toujours les uns les autres qui veulent avoir leur avis. Madame qui demande, ah oui, est-ce que je peux voir où vous en êtes, cher maître, etc. Oui, vous n'avez pas mis un bouton de culotte, un bouton de veston qui manque, etc. Pourquoi? Donc lui, en fait, il veut justement faire barrière à ça. Son but, c'est vraiment de se confronter à son sujet. Et l'œuvre ne sortira pas de l'atelier tant qu'il n'en est pas totalement satisfait et qu'il n'assume pas pleinement, en fait, justement, la figure qui est née de cela. Alors, il raconte qu'il a mis un certain temps, par exemple, à trouver le Churchill. C'était pas quelque chose qui était évident. Et en plus, c'était un moment très particulier. Il avait perdu sa femme. Enfin, voilà, il était dans un moment personnel. Et en fait, d'ailleurs, il dit qu'il est... Il est rentré, si j'ose dire, en communion avec le personnage. Il avait dans sa tête des vraies discussions avec lui. Il se sentait proche, en fait, du personnage. Et que ça a mis un certain temps à se faire. Mais une fois qu'il a eu trouvé sa manière de faire, ça a été d'une spontanéité totale. Et de son point de vue, il trouve d'ailleurs que son Churchill est peut-être un peu meilleur, selon lui, que son De Gaulle, dans le sens où la spontanéité, selon lui, s'exprime davantage, justement, dans cette figure de Churchill. Donc l'œuvre va être
inaugurée le 11 novembre 1998 en présence de Jacques Chirac, de la reine d'Angleterre. Évidemment, c'est un moment très exceptionnel pour le sculpteur qui m'a confié avoir eu un certain trac quand même au moment où on allait dévoiler son œuvre. Alors, sans doute que cette première commande, évidemment, a été, si j'ose dire, un bon point pour le concours qui s'est ouvert pour la statue du général de Gaulle, dans le sens où il était précédé donc, par sa réputation, par la réussite de son œuvre de Churchill. En tout cas, donc, il va remporter à nouveau ce concours qui a été ouvert en 1999 par le biais encore d'un comité de la Fondation de la France libre. Mais là, la commande va être financée par une souscription nationale à hauteur à peu près de 680 000 € pour réaliser ces œuvres. Alors je précise que ce sont des œuvres qui sont donc des bronzes, hein. Donc elles sont à la différence d'un marbre, donc il y a toute une étape en fait de fonderie d'art et d'artisanat d'art en fait nécessaire à l'élaboration de ces œuvres. C'est la fondation de la fonderie de Coubertin qui est donc la meilleure fonderie actuelle pour réaliser des grandes pièces qui s'est occupée. Donc c'est très très cher évidemment de réaliser des figures monumentales en bronze. Peut-être rapidement pour expliquer ce qu'est, j'explique peut-être rapidement pour les gens qui peut-être ne connaissent pas. En gros, quand un sculpteur réalise une œuvre en modelage, donc il va travailler avec de la terre crue. Si vous faites cuire la terre, ça fait de la terre cuite, d'accord ? On connaît tous ce que c'est la terre cuite. Bon, si vous faites une terre crue, ensuite vous en réalisez un plâtre, on est réalisé. Ensuite, on en réalise une cire, et à partir de là, on fait un moule dans lequel on va couler, ce qu'on appelle la coulée. On va couler en fait du métal en fusion. C'est donc le procédé de la fonderie d'art, hein, qui permet donc d'avoir, si l'on le souhaite, plusieurs exemplaires d'un même original. D'accord ? C'est pourquoi la sculpture, à la différence de la peinture, est un art multiple. On peut faire, bien sûr, plusieurs exemplaires, si on a les moyens financiers de le faire, d'une sculpture. Donc voilà, c'est ce type donc d'objet étant tout simplement en bronze. Ensuite, il y a des tas d'étapes d'étapes d'artisanat d'art. Quand le métal en fusion sort, et quand l'œuvre sort cassée des moules, elle a plein de petits évents parce qu'il y a eu, évidemment, pour que l'air s'échappe, donc on va ébarber tout ça, on va avoir des étapes de ciselure, et puis on va procéder à la dernière étape, qui est ce qu'on appelle la patine sur bronze, ce qui donne en fait la couleur au bronze, et qui vous explique parfois qu'une sculpture en bronze n'est pas toujours de la même couleur. Certaines sont plus noires, certaines sont plus rouges, parce qu'en fait, on les patine avec des acides à chaud qui permettent de colorer le métal. Voilà. Donc, évidemment, ça résiste très bien au temps, bien sûr. Et puis après, la pluie, etc., patine elle-même le bronze et lui donne aussi ce côté vert de gris que vous voyez parfois sur les statuaires publiques qui restent très longtemps en extérieur. Donc, ce procédé de la souscription publique, je voulais simplement vous rappeler que, par exemple, ça a été la manière dont on a pu réaliser. Par exemple, c'est une souscription également qui a permis la fonte du penseur de Rodin, cette œuvre qui avait été très décriée en 1904, qui avait provoqué le mépris et l'amusement du public. Et donc, en réaction face à ce rejet, un comité avait lancé une souscription justement pour réaliser une sculpture en bronze qui a été offerte à la mairie de Paris en 1906 et que vous pouvez actuellement voir au musée Rodin dans les jardins de l'hôtel Biron, pas très loin d'ici, donc ça peut être l'occasion d'aller y faire un saut. Donc, pour vous dire que ces systèmes de souscription sont très importants, ils permettent en fait l'érection aussi de ces monuments qui sont très coûteux. Et ça montre aussi, si j'ose dire, la volonté farouche de donner corps à la sculpture dans l'espace public. Alors là aussi, l'artiste avait un sujet imposé, même s'il a été libre ensuite de l'interpréter un peu comme il le souhaitait. Enfin, oui, il était libre de l'interpréter, mais le sujet, c'était pas tout à fait le même que le Churchill. Donc, c'est pas les mêmes moments qui sont représentés. Donc, ce serait faux de penser que ces deux sculptures dialoguent d'une façon tout à fait parfaite, puisque là, en revanche, il s'agissait de représenter le général de Gaulle descendant les Champs-Élysées le 26 août 1944. Au moment de la libération. Donc, un de Gaulle qui a sauvé l'honneur de la France et qui se donne pour mission de reconstruire le pays, de restaurer l'État.
Un homme respecté, le chef de la France libre, légitime aussi sur la scène internationale. Hein. Souvenez-vous, le 23 octobre 1944, sous la pression de Churchill et de Staline, le président Roosevelt va reconnaître le gouvernement provisoire de la République française. Et c'est d'ailleurs aussi un moment qui est très bien commenté, me semble-t-il, dans le Voir de Gaulle de Jean Lacouture, qui nous rappelle que ce moment du 26 août 1944 est d'une certaine manière le jour du sacre, où le général, au milieu d'une foule innombrable, dans une ville immense, qui était encore hier en guerre, dans lequel le climat n'est pas apaisé, se présente comme ça. Il tient le rôle d'une icône nationale, et il nous dit, d'ailleurs je cite Jean Lacouture, « Ce qu'il incarne alors, ce n'est pas la grandeur ni la victoire, c'est la liberté ». Et donc c'est avec cette image que Cardo a travaillé, dans le sens où il avait 15 ans, il était adolescent à cette époque, il a connu en fait évidemment ce moment, et même si ce n'est pas, me semble-t-il, un élément capital, dans le sens où on peut très bien représenter des moments de l'histoire que l'on n'a pas soi-même vécu, évidemment, mais en même temps, je crois que c'est quand même une dimension intéressante, parce que Cardo a dit qu'il avait voulu représenter le De Gaulle de son enfance. Et quand même, notamment, on va en reparler, mais ce piédestal extrêmement haut, ce côté aérien et presque un peu magique finalement de cette silhouette qui se découpe dans le ciel, c'est comme un peu un enfant qui regarderait un personnage qui le fascine. La dimension charismatique évidemment de cette œuvre est très, très intéressante. C'est aussi en relisant certains travaux, je repensais aussi à ce livre que Pierre Nora, à la réflexion que Pierre Nora avait consacrée justement à De Gaulle, qui c'est aussi la figure populaire, si j'ose dire, de Gaulle, c'est-à-dire, comme le disait Pierre Nora, qui soulignait que De Gaulle, je cite, fait partie de l'album de famille de tous les Français. Donc c'est aussi ça que Cardo a voulu représenter évidemment dans son œuvre. Même si, vous le savez bien, il ne faut pas confondre le temps de l'histoire et le temps de la mémoire. Évidemment, il y a eu aussi beaucoup d'antigaullisme dans les années 50, et donc c'est pas non plus une dimension hagiographique, c'est vraiment la représentation du De Gaulle de la libération. Alors, ça a été difficile pour Cardo d'arriver aussi à la gestation de cette œuvre. Ça a été plus difficile, semble-t-il, que pour le Churchill, et il était bloqué. En fait, il n'arrivait pas à sentir vraiment comment faire pour représenter De Gaulle. Et ce qu'il a libéré, c'est la même chose que Rodin quand il s'est confronté à la représentation du Balzac. En 1891, souvenez-vous, Zola, qui, par le biais de la Société des gens de lettres, recommande en fait Rodin pour la réalisation de l'œuvre représentant Balzac, évidemment, qui va être rejetée par le comité, etc. Et Rodin avait aussi du mal à sentir son sujet. Et il est passé par une phase où il a représenté Balzac nu. Et bien Cardo a fait la même chose. Il a représenté De Gaulle nu, et ça l'a libéré. Ça a libéré complètement sa manière de... Ça a relativisé, en fait, peut-être le personnage historique, et ça a été, dit-il, une phase très intéressante dans son œuvre. C'est par ce biais qu'il a réussi à se libérer et à travailler justement sur De Gaulle. Alors, voilà justement aussi Cardo dans son atelier. Il y a une autre dimension qui est intéressante, et parce qu'on lui en a fait le reproche. Évidemment, je vous disais, les gens qui sont dans les comités, alors ils ont un regard très historique, donc ils disent oui, mais vous n'avez pas représenté les boutons du veston, etc. Et l'artiste, justement, parce que c'est un homme de caractère, il est très courtois, etc., mais il ne faut pas trop lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, c'est sa manière d'interpréter les choses. Et à un moment donné, voilà, il a dit non, moi, je ne vais pas représenter. Mon but n'est pas d'être dans une vision photographique de ça. Les détails, c'est pas les détails qui m'intéressent, c'est davantage le charisme et l'aura, en fait, et la présence, si j'ose dire, de la sculpture. Donc, il est vrai que il va faire l'économie de certains détails. Par exemple, on lui a reproché de ne pas avoir représenté la cravate et la croix de Lorraine qui était épinglée sur la veste du général le 26 août 1944. Lui, il a voulu justement faire l'économie, si j'ose dire, de cette peut-être dimension un peu plus anecdotique, pour chercher davantage à travailler sur l'élan de la sculpture. Vous voyez, d'ailleurs, vous remarquez que le Churchill de Gaulle marche. Ce sont deux figures en marche, dans la marche de l'histoire, etc. Donc il s'est concentré sur ça. Et en plus, c'est un reproche que l'on fait fréquemment aux sculpteurs publics. Je pensais par exemple à ce même reproche qu'on avait fait dans les années 50, enfin dans les années 30, mais l'œuvre n'a été érigée qu'en 51 à Vléric et Raymond Martin pour le monument à Foch, qui se trouve au Trocadéro, où on avait vivement reproché aux sculpteurs, aux deux artistes, de ne pas avoir représenté le képi
du maréchal. Et en fait, les sculpteurs ont tenu bon parce qu'ils assumaient, en fait, si j'ose dire, cette erreur historique, dans le sens où leur but était de dégager l'expression du visage. Et ils ont maintenu, en fait, leur position. Et d'ailleurs, finalement, on les a écoutés, puisque ça reste tout de même une œuvre d'art. Et finalement, l'artiste est aussi... Donc, j'ai envie de dire que ce sont des critiques récurrentes qui sont faites aux sculpteurs. Et les artistes doivent résister aussi à ça. Et d'ailleurs, Cardot a résisté aussi à ces critiques qu'on lui faisait. Et il me disait que, finalement, il s'était trouvé face à des gens intelligents qui lui avaient dit, écoutez, Cardot, je vous fais confiance. Voilà. Si vous sentez des choses comme ça, après tout, voilà, il faut aussi écouter l'artiste. Et donc, il a fait à son idée. Et donc, cette statue du général de Gaulle a été inaugurée le 9 novembre 2000, quelques mois après le 60e anniversaire de l'appel lancé depuis Londres. Alors, théoriquement, ils auraient souhaité en fait que l'œuvre soit inaugurée pour l'anniversaire, mais l'artiste n'était pas prêt à ce moment-là. Il a maintenu aussi son calendrier. Il a fait comme au mieux, si j'ose dire. C'est quand même un travail artistique, et donc on ne peut pas non plus forcément faire les choses à heure fixe, etc. Donc, ce que nous dit d'ailleurs, qui est très important, ce choix de la figuration. Comme je vous le disais, Cardot n'en fait pas un principe. Il a fait aussi des œuvres abstraites, donc ce n'est pas un principe. Mais en même temps, c'est vrai que cette dimension figurative, déjà, elle rattache ses œuvres donc, à une certaine tradition de la statuaire publique dont on a parlé au début. Et aussi, c'est cette idée qu'elles s'inscrivent ainsi dans un certain modèle de l'histoire. J'en reviens là encore à la pensée de Maurice Agulon, qui nous rappelle que lorsqu'un personnage historique est statuifié, il change justement de statut. Il passe de celui de personnage historique à celui de personnage symbolique. Il y a donc ce passage de la mémoire au mythe qui s'effectue justement par l'exercice de la statuaire. Alors, un point commun, peut-être deux choses à regarder dans ces deux œuvres. Déjà, donc, je le disais, l'aspect non statique des personnages. Vous voyez que ces deux personnages sont en train de marcher. Donc, c'est la marche de l'histoire, la marche de la liberté. La dimension contemporaine aussi de ces personnages qui ne passent pas par l'anecdote. C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas tous les détails, mais d'une certaine façon, ils sont résolument inscrits, si j'ose dire, dans l'histoire contemporaine. Et puis aussi la présence à la fois monumentale de ces œuvres qui ne sont pas pour autant colossales. C'est-à-dire qu'elles restent à une échelle humaine, mais en même temps, elles sont légèrement plus grandes qu'un personnage réel, dans le sens où elles doivent s'harmoniser avec le tissu urbain. Et c'est sûr que si on fait une œuvre qui est trop petite, elle sera peut-être... il faut penser à cette histoire d'échelle à l'intérieur de la ville. Donc l'artiste, évidemment, a cherché à traduire ça, mais il ne voulait pas faire des œuvres colossales dans le sens où ça doit rester à dimension humaine. Voilà. Alors, il y a aussi deux choses qui sont très intéressantes dans ces œuvres. C'est la question des socles. Vous savez que le socle de la sculpture, c'est une question fondamentale, notamment dans l'histoire de la sculpture moderne. Et il me semble que par cette réflexion que Cardot a sur le socle, c'est là où, justement, il devient moderne, si j'ose dire. Il y a une réflexion qui s'inscrit davantage autour de cette question de la présence de la sculpture, de la vivance, en fait, de la sculpture dans la ville. Alors, les deux socles sont très différents l'un de l'autre. Ils portent chacun des inscriptions qui renvoient donc à une citation, à des citations historiques. Je crois que j'ai dû mettre... j'ai mis un détail après, qui renvoie à des éléments de discours de l'un et de l'autre personnage. Mais vous voyez qu'il a fait des choix très différents. Le Churchill est sur un socle extrêmement bas en deux parties. Et donc j'ai interrogé l'artiste justement pour essayer de comprendre ce choix. Il m'a indiqué qu'en fait, c'est comme s'il avait répondu à l'appel de la sculpture, c'est-à-dire que son Churchill était en marche et qu'il était, il était obligé de lui faire un petit promenoir, une deuxième partie de socle, parce que sinon il allait tomber. Il fallait qu'il puisse avancer, en fait. Et que, en fait, c'est la sculpture qui lui a imposé, si j'ose dire, ce socle en deux parties, et qu'il a répondu à cette évidence-là. Et la deuxième œuvre pour le De Gaulle, alors là, donc l'artiste m'a confié qu'il était moins satisfait, en fait, de cette deuxième solution. Pour ce très haut socle, dans le sens où, en fait, malheureusement, ce n'est pas le projet tout à fait abouti.
théoriquement, parce que là, évidemment, comme le socle est très très haut, avec la figure de Gaulle qui est elle-même assez grande, plus grande plus grande qu'un homme normal, c'est vrai qu'il y a une dimension qui est très élevée. En fait, ça donne vraiment une dimension le socle est vraiment très important. En fait, théoriquement, ce qui aurait été prévu mais qui n'a pas été fait, c'est que normalement le socle devait surgir, si vous voulez, du sol, c'est-à-dire que le sol aurait dû se relever en fait autour du socle, comme si la sculpture surgissait en fait de terre. Et ce qui aurait évidemment réduit la part visuelle du socle. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où normalement ça aurait dû jaillir. Et puis, pour des raisons sans doute financières, je ne sais pas exactement, cette dernière partie n'a pas été réalisée. Donc, ça donne une dimension peut-être un peu plus hautaine, vous voyez, un peu plus distanciée, alors qu'il y aurait dû avoir cet effet de surgissement en fait, de l'œuvre dans le tissu urbain. En revanche, vous remarquez qu'il y a, si vous y retournez, il y a une sorte de cercle en fait qui entoure le socle, qui est également pensé par l'artiste un peu comme la distance nécessaire à l'observation de l'œuvre, c'est-à-dire une sorte un peu de distance qu'il faudrait avoir pour pouvoir reculer, le minimum de recul pour pouvoir observer la sculpture. Donc, il était un peu malheureusement déçu par l'absence de cette dimension de surgissement qui, je crois, était importante pour lui et qui, à mon avis, ne sera pas réalisée. Et donc, en gros, vous voyez, la sculpture, elle fait 3,70 m et elle est posée sur un piédestal de 3,85 m. Donc, ce qui donne évidemment une dimension très, très, très haute au sujet. Alors, bien sûr, c'est fondamental, cette question du point de vue. Bon, déjà, la question du point de vue, elle est fondamentale dans l'histoire de la peinture et puis aussi dans l'histoire de la sculpture. À quelle distance, à quelle hauteur faut-il regarder une sculpture ? Tous les grands artistes du XXe siècle, depuis Rodin, disons, Brancusi, Rodin, Bourdelle, Giacometti, sont tous réfléchis à cette dimension. Qu'on pense par exemple justement à Rodin qui, en 1893, avait innové avec les bourgeois de Calais, qu'il avait proposé d'abord de mettre sur un socle extrêmement bas. Alors c'est ce que feront des artistes dans les années 60 qui vont mettre des sculptures sans socle, par exemple, dans les villes. Mais on lui avait refusé cette option. Alors il avait proposé une option tout à fait inverse, qui était justement de mettre des sculptures sur des très très hauts socles, mais aussi dans une façon presque de scénographier, scénariser la sculpture. Enfin, c'est-à-dire que la sculpture se découpe finalement telle une silhouette dans le ciel, si j'ose dire. C'est l'un ou l'autre, la dimension trop intermédiaire finalement n'était pas, peut-être était moins innovante. Alors, vous voyez que ces choix de socle, par exemple, Cardot a fait un choix très différent de ce qui a été fait pour une sculpture, me semble-t-il, moins réussie à Londres, en fait, par un sculpteur académique anglais, ce Churchill. Donc, il est sur un socle, vous voyez, finalement, une sorte d'entre-deux. La sculpture est ni très monumentale, ni très en communication avec le public, et qui d'ailleurs a été assez peu goûté d'ailleurs de l'opinion publique, puisque le visage semblait un peu caricatural. Voilà. Alors, voilà, ici, c'était la mention, voilà, le petit texte que l'on trouve sur le socle du De Gaulle, évidemment. Et puis, pour vous dire aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir des années 45, je vous parlais tout à l'heure de la crise du monument. C'est vrai que, d'ailleurs, il y a un historien très important qui s'appelle Reinhard Koselleck, qui, dans l'Expérience de l'histoire, un livre dont je vous recommande la lecture, a pointé justement cette espèce de crise de mémoire du monument après la Deuxième Guerre mondiale. Je le cite, quand il n'est plus question de célébrer ni de victoire ni de héros, quand face à des millions de morts le deuil tombe dans le vide et qu'il n'est plus question de sens ou de non-sens, il ne paraît plus guère possible d'inventer un monument qui affronte la vérité sans y échouer. Évidemment, on pense à cette problématique de la représentation de la Shoah, par exemple. Comment représenter cet événement ? Le figuratif est difficile à manier. L'abstrait n'est pas tellement plus simple non plus. Hein. Alors, pour vous dire simplement qu'à partir des années 45, on a toute une tradition de l'anti-monument, si je veux dire, des monuments pacifistes aussi. Et la dimension pacifiste, elle est aussi très intéressante dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Alors là, je vous montre par exemple cette œuvre de Zetkin, La ville détruite, qui a été érigée en 1953 à Amsterdam. Et je voulais vous montrer aussi, pour cette question de la manière que l'on peut avoir de faire du monument public dans cette deuxième moitié du XXe siècle, début XXIe siècle, c'est aussi l'aspect, donc, soit, je dirais, plus contestataire du monument. Vous voyez, le monument qui vient
pas forcément commenter l'histoire, mais qui vient critiquer, si j'ose dire, l'histoire, qui vient crier l'histoire, en fait. Ou alors aussi la dimension plus conceptuelle de la sculpture, hein, cette idée qu'on n'est pas obligé de faire un monument qui soit forcément un personnage en pied ou en buste sur un socle, cette sorte de dématérialisation de la sculpture, notamment avec cette commande que vous connaissez tous, au moins pour avoir posé le pied sur l'une des, évidemment, de ces petits médaillons en métal, en fait, qui est aussi d'ailleurs le fruit d'une commande publique par un artiste néerlandais qui s'appelle Jan Dibets. C'est le monument à Arago. En fait, c'est une sorte ce sont 150 petits médaillons comme ça de métal qui sont posés sur une ligne qui va, enfin, sur l'un des méridiens en fait qui traverse la ville de Paris. C'est une sorte de dématérialisation de la sculpture. Dans les années, enfin avant 41, il y avait une sculpture à Arago qui était un politique érigé à Paris, qui a été fondue sous l'occupation par les Allemands. Et plutôt que de reconstruire à l'identique une sculpture sur un piédestal, l'artiste a préféré dématérialiser la sculpture et travailler d'une autre manière, si j'ose dire, la place de la mémoire dans la ville, autour justement de cette idée de parcours, en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant, comme évidemment c'est très important, comme manière aussi d'envisager la représentation de l'histoire. Alors peut-être pour finir, simplement vous dire qu'il y a toujours des polémiques, enfin il faut, je crois, sortir de cette opposition, mais malgré tout elle existe. Faut-il... Enfin, le monument commémoratif, doit-il être figuratif ou doit-il être plutôt abstrait ? Il y a évidemment des bons et des mauvaises choses, des complexités des deux côtés. Je prends par exemple cet exemple du mémorial, du monument de Washington à la mémoire des soldats morts au Vietnam, simplement pour vous parler de cette petite polémique. Donc, c'est une œuvre qui se présente un peu comme une sorte de sculpture dans le paysage, d'accord, qui avait été, c'était aussi le fruit d'un concours par une artiste qui s'appelle Maya Lin, qui avait donc proposé ce projet en fait de 2 murs de marbre se rejoignant sur lesquels sont gravés en fait le nom des soldats morts et que les gens peuvent, si je veux dire, faire l'expérience de la sculpture et peuvent faire quelque chose d'ailleurs dans lequel on n'est pas habitué dans la sculpture commémorative, c'est toucher le marbre, toucher ça. Et très étrangement, en fait, la dimension, si je veux dire, abstraite de cette œuvre avait posé problème, justement, et on s'est senti obligé, pour combler, en fait, cela, d'ériger à côté une œuvre figurative d'un sculpteur qui s'appelle Frédéric Hart, parce que la dimension abstraite posait question. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin... On a besoin quand même aussi de la figure, voilà, pour expliquer l'histoire. Alors, mon souhait n'est pas du tout de faire, évidemment, le procès du naturalisme ou du réalisme ou de l'opposer à l'abstraction, ni de dire que la dimension conceptuelle est plus intéressante que la dimension figurative, mais en tout cas, ça pose vraiment... ce qui est intéressant, c'est de réfléchir par ce biais à la manière que l'on a de commémorer l'histoire au XXIe siècle et de voir plutôt la richesse, en fait, des esthétiques et des propositions qui peuvent être faites. Alors, simplement, encore une dernière chose, je trouve ça assez intéressant aussi de... Attendez, je vais revenir sur le de Gaulle, je ne sais pas si je l'ai mis, oui. C'est qu'on sait aussi, évidemment, que le général de Gaulle, vous le savez, était plutôt hostile à l'érection d'une sculpture, le figurant. Hein, il préférait l'effacement de la figure derrière le symbole et il avait une certaine réticence pour les statues. On sait, par exemple, que pour Colombet, il avait refusé l'idée d'une statue en préférant le symbole de la croix de Lorraine érigé de façon extrêmement imposante sur une colline et donc une croix qui se voit à des kilomètres. Et Maurice Agulon encore s'était intéressé, il n'était pas forcément attendu sur ce terrain-là, mais je vous invite à lire son livre qui s'appelle De Gaulle, Histoire, Symbole, Mythe, où il va d'ailleurs proposer une interprétation intéressante en comparant finalement ce rapport de Gaulle au symbole, en le comparant à cette dissociation des deux corps du roi. C'est-à-dire cette idée qu'il y a la gestion de l'individuel du côté, puis la gestion du symbolique de l'autre. Et que, en fait, tout ça, c'est pensé. Hein, c'est pensé. Il va d'ailleurs développer dans ce livre une réflexion tout à fait intéressante sur De Gaulle et les monuments, en nous rappelant que si l'homme a disparu, évidemment, son nom se trouve associé à la place de l'Étoile, au travers de la croix de Lorraine. Donc, il a des monuments abstraits, si j'ose dire. Il y a une dimension monumentale de sa mémoire, même si elle ne s'incarne pas nécessairement dans une œuvre sculptée.
Voilà, en quelques... Peut-être, je vais m'arrêter ici. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, et merci encore à vous. Merci, chère Claire Mingon, pour ce voyage, j'allais dire, à l'intérieur de l'atelier du sculpteur qui nous permet de comprendre toutes les difficultés qu'on peut avoir à représenter De Gaulle ou Churchill. Gaulle ou Churchill. Gaulle ou Churchill. Gaulle ou Churchill. Gaulle ou Churchill.